Bonsoir à tous, merci d'être présents et merci pour tous ceux qui vont nous rejoindre en replay. Alors ce soir, nous entrons dans un nouveau format de questions, de réponses, où nous créons un espace d'échange vibratoire dans l'énergie et sur la base de notre ressenti du moment, sous forme de ce que vous vivez sur l'instant et pour lequel vous avez envie de voir plus clair dans vos ressentis. Alors, vous m'avez fait parvenir vos questions et je vais vous y répondre. Mais avant, en fait, euh, je vais vous parler aussi des énergies du moment. Donc, nous sommes aussi dans un moment euh, de très particulier du cycle, en fait, avec une nouvelle lune ce soir et un mouvement d'éclipse. Donc, qu'on soit sensible ou non, ces périodes symbolisent toujours la même chose. Un reset, un passage, une zone d'ombre suivie d'un réalignement. Et une éclipse, c'est quand quelque chose est momentanément voilé. La lumière ne disparaît pas, elle est cachée un instant. Et ce que nous allons partager ce soir ressemble à cela. Beaucoup parlent d'entre deux, de fatigue, de repositionnement, de perte d'anciens repères. C'est très cohérent avec un cycle de nouvelle lune. Ce n'est pas l'expansion, c'est l'intériorisation. Ce n'est pas la pleine visibilité, c'est la germination. Et dans une éclipse, ce qui était stable peut sembler flou à un moment, mais cela ne détruit rien, cela réajuste. Alors je vais commencer par les premiers questionnements que j'ai reçus. Donc je vais vous lire le questionnement et après on va voir pour la réponse. Bonjour Véronique, pour répondre à ta question, ces 2 dernières semaines, un besoin de dormir plus, le sommeil plus profond. Je me réveille en ayant l'envie de rester au lit. Les émotions sont à vif, une lassitude. Je ne me sens pas dans mon assiette. Il y a quelque chose de latent en moi qui est pesant, un manque d'entrain, une sensation de perte de repère, l'impression aussi que le temps défile plus vite dans le corps, des sensations plus fortes au niveau de la tête et du haut de la nuque. Des picotements et expansions au niveau des chakras et surtout du chakra coronal, du troisième œil, de la gorge et du cœur, un peu du plexus et beaucoup moins des 2 chakras d'en bas. Voilà mon partage. Alors, merci déjà pour ce partage. Ce que tu décris est très cohérent avec une phase d'intégration profonde. Le besoin de dormir davantage, le sommeil plus profond, l'envie de rester au lit, ce n'est pas forcément une fuite ou une fatigue classique, c'est souvent le signe que quelque chose travaille en profondeur. Quand le système nerveux intègre, quand des couches internes se réorganisent, le corps demande du retrait. Il ferme un peu l'extérieur pour pouvoir traiter l'intérieur. Les émotions plus à vif, la lassitude, le fait de ne pas te sentir dans ton assiette, cela ressemble à un entre-deux. Tu n'es plus tout à fait dans l'ancien état, mais le nouveau n'est pas encore stabilisé. Et dans ces phases-là, il peut y avoir une sensation de perte, de repère, comme si les points d'appui habituels ne fonctionnaient plus. Le latent pesant dont tu parles, c'est souvent une énergie en transition. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui cherche à se repositionner. L'impression que le temps défile plus vite est aussi intéressant. Et là, ça prouve bien que quand l'intérieur bouge, la perception du temps change.
soit il ralentit énormément, soit il accélère. Et l'impression que le temps défile plus vite est aussi très intéressante. Quand euh, l'intérieur bouge profondément, la perception du temps change. Parfois, il ralentit, parfois, il accélère, mais euh, vous l'avez déjà expérimenté, cette sensation. Quand vous êtes mettons, dans un endroit qui ne vous convient pas, comme, mettons, entre guillemets, au travail pour certains, là, le temps vous semble long et n'en finit pas. Même une minute semble longue. Et quand vous vous trouvez dans un endroit agréable, le temps défile, il va beaucoup plus vite. Albert Einstein a montré que le temps n'est pas une donnée fixe. Il dépend du mouvement, de la vitesse, du champ dans lequel on se trouve. Plus on se rapproche d'un certain seuil, plus le temps se dilate. Mais au-delà de la physique, c'est une expérience intérieure que nous vivons. Quand la conscience se déplace, quand elle se détache un peu des repères habituels, la notion linéaire du temps devient moins stable. On croit que le temps file plus vite en réalité, mais c'est notre point d'appui qui bouge. Plus on s'approche d'un espace intérieur silencieux, plus le temps perd de sa densité. Et si on va encore plus loin, dans l'espace le plus profond de nous, il n'y a pas de temps, il y a présence. Le temps appartient au mouvement, la présence appartient à ce qui est. Alors quand le temps semble accélérer, ce n'est pas forcément une fuite, c'est parfois le signe que quelque chose en nous se rapproche d'un espace où le temps n'a plus la même emprise. Quand tu dis que tu as l'impression que le temps défile plus vite, c'est intéressant parce que le temps en réalité n'est pas une chose fixe. Le temps dépend du mouvement, de la vitesse, du champ dans lequel on se trouve. Voilà. Et dans le quantique, on va encore plus loin. À l'échelle la plus fine de la matière, le temps linéaire n'existe plus. Parce que là, nous croyons que nous sommes dans un temps linéaire, comme ça, hein. On croit qu'on avance comme ça, mais pas du tout, hein. Ça avance pas du tout comme ça n'existe plus comme nous le vivons en fait. Il y a des superpositions d'états, de possibilités qui coexistent, des sauts quantiques qui ne passent pas par une progression continue. Autrement dit, ce que nous appelons temps est une manière humaine d'organiser l'expérience. Quand ton intérieur bouge profondément, quand des couches de conscience se réajustent, ta perception quitte un peu la linéarité habituelle en fait. Alors tu as l'impression que le temps accélère, mais en réalité c'est ton point de référence qui se déplace. C'est pas le temps, c'est toi. Plus on se rapproche d'un espace intérieur silencieux, plus le temps perd sa densité. Et si on va au plus profond, dans ce qui est déjà des mouvements, il n'y a ni avant ni après. Il y a présence. Le temps appartient au monde de la forme. La présence appartient à ce qui est. Alors peut-être que ce que tu vis n'est pas une fuite du temps, mais un déplacement vers un espace où le temps a moins d'emprise. Après, tu dis, dans le corps, tu décris des sensations surtout en haut, la tête, la nuque, le coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, et beaucoup moins en bas. Cela montre une activité plus marquée dans les centres supérieurs. Il y a expansion, ouverture et stimulation. Mais si les centres du bas sont plus calmes, il peut y avoir cette sensation de ne pas être dans ton assiette, de manquer d'élan, de ne pas te sentir ancré. Ce n'est pas un problème, c'est une indication. Le corps dit, je reçois beaucoup en haut, j'ai besoin d'intégrer en bas. Dans ces moments-là, il ne faut pas forcer l'élan, il faut soutenir l'ancrage, respirer dans le bassin,
marcher doucement, sentir les pieds, mettre de la conscience dans le bas-ventre, dans les jambes, pas pour corriger, pour équilibrer et surtout ne pas interpréter la lassitude comme une régression. Parfois, la conscience se retire un peu du faire pour se réorganiser plus profondément. Alors, peut-être que ce que tu vis n'est pas une fuite du temps, peut-être que c'est ton point d'appui qui se déplace. Le temps appartient au mouvement, au changement, à la forme, mais au plus profond, il n'y a ni avant, ni après, il y a que cela. Et quand la conscience s'en approche, le temps perd sa prise, il ne s'accélère pas, il se dissout. Le temps appartient au mouvement, et ce que tu es n'est pas dans le mouvement. Là où tu touches le silence, il n'y a plus de temps, seulement présence. Le temps n'est qu'une mesure, ce que tu es ne se mesure pas. Alors voilà pour le premier questionnement que j'ai reçu. Maintenant, je vais vous en partager un second. J'ai lu sur le groupe que l'on pouvait vous écrire pour dire nos derniers ressentis. Personnellement, j'ai très mal à la gorge. Par moments, ça gratte. Et d'autres, c'est douloureux comme une angine, surtout le soir et la journée, plus rien. Je vois autour de moi que les gens me parlent de leurs capacités qui se développent, des choses auxquelles elles ne croyaient pas avant. L'impression également que tout est aligné. Les projets se mettent en place, quelques petits blocages encore, mais vite ça se dénoue pour repartir tout doucement. Une fatigue intense également et le moral dans les chaussettes, par moments les montagnes russes. Merci pour les échanges que nous pouvons avoir. Très belle soirée et joli week-end. Alors, merci pour ton partage. Tu décris plusieurs choses à la fois. D'abord, cette gorge qui gratte, qui brûle le soir, puis disparaît la journée. La gorge est un passage, un lieu d'expression, mais aussi de retenue. Quand quelque chose change dans la vie, quand les repères bougent, la gorge peut réagir. Pas forcément parce qu'il faut dire quelque chose, parfois parce qu'il faut accepter de ne plus pouvoir dire comme avant. Le soir, le corps relâche les tensions de la journée. Ce qui est tenu se manifeste davantage. Quand la gorge est douloureuse par moments, surtout le soir, cela peut être le signe d'une tension dans l'expression. Pas forcément des mots non dits évidents, parfois c'est plus subtil. Il y a souvent une difficulté à formuler ce qui se passe réellement, parce que ce qui est vécu est flou, mouvant, bouge tout le temps, difficile à saisir. On peut ressentir je ne vais pas bien, mais sans savoir exactement pourquoi, ou sans réussir à mettre des mots juste dessus. La gorge devient alors un lieu de passage saturé. Elle porte ce qui aurait besoin d'être dit, ce qui ne trouve pas de forme, et parfois même la fatigue de devoir aller bien devant les autres. Le fait que cela s'intensifie le soir est parlant. Le soir, le masque social tombe. La journée s'arrête, le corps n'a plus à tenir ce qui est contenu. Il peut alors se manifester physiquement. Mais attention, ce n'est pas une faute, hein. Ce n'est pas tu reviens, oui, oui, ce n'est pas une faute. Tu retiens quelque chose, donc ta gorge fait mal en fait. C'est un ajustement en cours, hein. Quand les repères changent, quand l'identité se reconfigure. La voix intérieure cherche une nouvelle tonalité. La gorge est le lieu de cette transmission.
de cette transition. Ensuite, tu observes autour de toi des personnes qui parlent de capacités qui se développent, d'alignement, de projets qui avancent. Et en parallèle, tu vis fatigue intense, morale, fluctuant, montagne russe. Ça peut créer un contraste intérieur, comme si que le monde disait tout s'ouvre, tout s'aligne, et que toi, à l'intérieur, tu traverses autre chose. Il est important ici de ne pas te comparer, c'est important et c'est très humain. Ne vous comparez pas, je l'ai déjà dit et je le redis. Vous n'évoluez pas dans les mêmes dimensions, vous ne traversez pas les mêmes couches au même moment. Le rythme de l'un n'est pas celui de l'autre et le rythme de l'autre n'est pas le vôtre. Certains sont dans une phase d'expansion visible, d'autres sont dans une phase de réorganisation intérieure. Les deux ont la même valeur, hein. Ce qui semble avancer chez l'un peut être un temps d'intégration silencieuse chez l'autre. On ne peut pas comparer des mouvements qui ne se jouent pas sur le même plan. La comparaison vient souvent du mental. L'évolution, elle, se fait dans l'intime. Restez dans votre rythme, il est juste. Ne vous comparez pas. Vous ne marchez pas sur la même couche, vous ne traversez pas le même seuil. Le rythme de l'un n'est pas le vôtre. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de retard. Il y a un mouvement propre à chacun et respectez-le. Alors les phases d'alignement extérieur ne disent rien de la profondeur du travail intérieur. Parfois, avant que les choses s'alignent dehors, il y a une désorientation dedans. La sensation que les repères changent, que le sol n'est plus aussi stable, les anciens points d'appui ne fonctionnent plus, ce qui donne essence en fait, où l'énergie ne porte plus de la même façon. Ce n'est pas un échec, c'est un passage. Mais c'est un passage exigeant. La fatigue intense peut être une tentative du système pour ralentir, pour éviter de forcer un élan qui n'est pas prêt. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas moins avancé, tu es dans un autre mouvement. Et ce mouvement mérite respect. Les montagnes russes émotionnelles montrent que quelque chose se réorganise. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important, de très important, le fait que tu observes tout cela avec autant de clarté montre que tu n'es pas perdu. Il y a en toi un espace qui voit, même si l'humeur descend, même si l'énergie fluctue, cet espace est stable. On n'a pas besoin de l'appeler autrement, il est là. Et c'est à partir de lui que le réajustement se fera. Alors, là, je vais ouvrir un petit peu parce que c'est ce qui se présente un petit peu pour tout le monde dans la conscience collective. Donc, je prends un peu de recul sur ce qui s'exprime déjà et on remarque déjà quelque chose, la fatigue, les repères qui bougent, les sensations dans la tête, la gorge, les émotions plus à vif. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Impression que le temps change, besoin de dormir davantage, morale fluctuant. Même si les formes sont différentes, il y a un mouvement commun. Ce que nous vivons n'est pas seulement individuel, il y a un réajustement collectif en cours. Quand la conscience traverse un seuil, cela ne se manifeste pas de la même manière que chacun. Chez certains, cela ouvre, chez d'autres, cela déstabilise, chez d'autres encore, cela fatigue profondément. Mais le fond est le même, un déplacement du point d'appui. L'ancien repère ne tient plus tout à fait, le nouveau n'est pas encore stabilisé. Alors le corps réagit.
le système nerveux intègre, les émotions remontent, le sommeil change et la perception du temps se modifie. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un passage. Quand la conscience collective bouge, les structures internes se réorganisent. Et dans ces moments-là, la comparaison devient inutile parce que chacun traverse le même courant, mais à un endroit différent de la rivière. La conscience une ne se déplace pas en ligne droite, elle se déploie en vagues. Et nous sommes dans une vague d'intégration. Je vous le dis et je vous le répète et j'arrête pas. Et je vous ai dit que cette année, on va pas avoir le temps de sortir la tête de l'eau pour respirer. Ça va intégrer. Alors, moins spectaculairement, plus profond, plus en profondeur, plus silencieusement. Cela demande du repos, de l'acceptation, de la douceur envers soi. Et au cœur de ce mouvement, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Même quand les repères changent, même quand le moral fluctue, même quand le corps fatigue, il y a une présence stable. Et c'est depuis là que nous traversons. Si nous allons un peu plus loin, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais là, je ne m'adresse pas seulement à la personne, je m'adresse à ce que vous êtes, à ce qui est là, au-delà des états, au-delà des mouvements. Je vais essayer de rester simple, mais là, je parle à quelque chose en vous qui est plus vaste que ce que vous traversez. Je ne parle pas au personnage, je parle à ce que vous êtes au-delà. Quand les repères bougent, quand le corps fatigue, quand l'émotion fluctue, ce que nous appelons moi, cherche un nouvel appui. Mais peut-être que ce déplacement n'est pas une perte. Peut-être qu'il révèle quelque chose de plus fondamental. Les repères changent parce qu'ils ne sont pas fixes. Les états passent parce qu'ils sont mouvants. Les émotions montent et descendent parce qu'elles appartiennent au mouvement. Et nous sommes sur la Terre et la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc nous sommes continuellement et perpétuellement en mouvement. Pourquoi voulez-vous tout le temps rester figé en vous-même? C'est pas possible. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui ne monte pas, qui ne descend pas, qui ne fatigue pas, qui ne s'accélère pas. Ce n'est pas un état, ce n'est pas une capacité, ce n'est pas un alignement extérieur, c'est plus simple que cela. Quand tout semble se réorganiser, quand le sol intérieur paraît moins stable, ce n'est pas forcément un effondrement, c'est parfois la disparition d'un faux appui. Et quand l'appui habituel disparaît, ce qui reste devient visible, ce qui ne dépend pas du rythme, ce qui ne dépend pas du moral, ce qui ne dépend pas du corps. Il y a au fond une présence qui ne traverse rien, parce qu'elle n'est pas dans le temps, elle est. Et peut-être que ce que nous vivons collectivement, c'est ce glissement du repère extérieur vers la stabilité sans forme, moins spectaculaire, mais infiniment plus réelle. Quand le repère disparaît, ce que tu es n'a plus où s'accrocher. Alors tu découvres que tu n'avais jamais besoin d'appui. Alors je vais passer à un autre questionnement. Merci pour cet espace de mardi. En ce qui me concerne, ce qui peut être partagé avec le groupe et ce que je vis actuellement, ce sont des résistances et des peurs se traduisant par des maux d'estomac
et l'impression que ma cage thoracique est écrasée, compressée. Des tremblements intérieurs, ça chauffe dans l'inconscient. Super, merci. Alors merci pour ce partage. Ce que tu décris est très clair dans le corps. Les maux d'estomac, la cage thoracique comprimée, les tremblements intérieurs, signes de contraction. Quand il y a résistance et peur, le corps se prépare à se protéger. L'estomac réagit quand quelque chose est difficile à digérer, pas forcément un événement précis, hein, parfois un changement, parfois une perte de repère, parfois un passage qui n'est pas encore accepté. La cage thoracique compresse parle souvent d'une protection du cœur, comme si que le système disait: «Je me referme un peu pour ne pas être submergé». Les tremblements intérieurs sont intéressants. Ils montrent que l'énergie ne stagne pas, elle cherche à circuler. Et quand tu dis: «Ça chauffe dans l'inconscient», c'est une très belle image. Oui, quand des peurs remontent, quand des couches profondes réactivent, cela peut donner cette sensation de chaleur, de pression, d'agitation interne. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va, c'est souvent quelque chose qui remonte pour être traversé. Mais ici, il y a un point important, la résistance n'est pas l'ennemi. La résistance est un réflexe de survie. Quand un seuil se présente, une partie de nous veut avancer, une autre veut rester en sécurité. Le corps devient le terrain de cette tension, tout simplement. Alors, j'ai une autre question. Je n'ai pas vraiment de questions, juste un ensemble de ressentis. J'ai l'impression d'être en permanence en mouvement à l'intérieur de moi, pression au niveau du plexus solaire, émotions qui remontent, tristesse, agacement, me sentir agressé par le conjoint, mental pressant qui tourne en boucle avec un sujet. La respiration vient aider à poser, elle permet de mettre en pause quelques instants, mais il reste l'impression de l'être jamais en paix véritable. Je t'embrasse et je te remercie pour le Zoom de mardi. Alors merci à toi pour ton partage. Tu dis quelque chose de très important. Je n'ai pas de questions, juste un ensemble de ressentis. Parfois, il n'y a pas de questions parce que tout est en mouvement. La pression au plexus solaire, les émotions qui remontent, les tristesses, les engagements, les sensations d'être agressé, le mental qui tourne en boucle, cela montre une activation du centre corps émotionnel et du centre corps mental en même temps. Le plexus solaire est le lieu du rapport à l'autre, de la sensibilité, de la réaction. Quand il est sous pression, tout peut sembler plus intense. Les paroles touchent plus, les regards pèsent plus, les situations prennent plus de place. Le mental pressant qui tourne en boucle montre qu'une partie cherche à résoudre, à comprendre, à reprendre le contrôle. Mais plus le mental cherche à stabiliser, plus il peut entretenir la tension. Tu dis que la respiration aide, c'est très juste, hein. La respiration ne supprime pas le mouvement, elle crée un espace autour. Et ce que tu décris ensuite est très honnête, l'impression de ne jamais être en paix véritable. C'est peut-être le point central. Nous cherchons souvent une paix stable dans les états, mais les états bougent. La paix n'est pas l'absence de mouvement, c'est quelque chose qui reste même quand le plexus est actif, même quand le mental parle, même quand l'émotion traverse. Peut-être ce que tu vis en ce moment n'est pas un manque de paix, mais une confrontation entre le mouvement intérieur et l'idée que la paix devrait être
permanente. La respiration te montre déjà quelque chose. Il y a un espace qui observe. Même si le mental tourne, même si le plexus se contracte, il y a un espace qui voit cela. Et cet espace, lui, n'est pas agité. Ce que cela nous dit dans la conscience collective, si je prends un peu le recul sur ces derniers partages, nous entrons avec des maux d'estomac, des caches thoraciques, pressés, tremblements intérieurs, pression plexus solaire, émotions à vivre, mental qui tourne, impression de ne jamais être totalement en paix. Ce sont des formes différentes, mais le fond est le même. Le système est en tension. Il y a une activation du centre corps émotionnel, une pression dans le plexus, dans l'estomac, dans la poitrine. Ce sont des zones liées à la sécurité, au lien, au contrôle, à la protection. Quand ces zones s'activent en même temps chez plusieurs personnes, ce n'est pas anodin. Cela montre que nous traversons collectivement une phase où le sentiment de sécurité intérieure est en réajustement. L'ancien mode de fonctionnement ne rassure plus vraiment. Le nouveau n'est pas encore stabilisé. Alors le corps parle. Chez l'un, cela serre la gorge, chez l'autre, cela contracte l'estomac, chez l'autre encore, cela met le plexus sous pression. Mais c'est le même courant, un passage, un déplacement du centre de gravité intérieur. Nous ne sommes pas dans une phase d'expansion spectaculaire, nous sommes dans une phase de réalignement profond. Phase de réalignement profond. Et ce réalignement passe par le système nerveux. Il touche les peurs anciennes, il touche les mécanismes de protection, il touche les attachements invisibles. C'est pour cela que cela peut sembler inconfortable, mais ce n'est pas un effondrement collectif, c'est une mue. Alors, je vais passer par une autre question. Alors, voilà Véronique, comme tu dis, ça s'est déposé. Et je crois que je peux un peu plus mettre en mots qu'est-ce qui est dans mon ressenti, dans un premier temps, ce qui s'est passé pour moi. C'est comme il y a un mouvement intérieur qui s'est mis en place pour repositionner qui je suis. Je dirais à ça juste place. Et ça le fait en sorte que je suis moins en combat, moins en résistance avec divers aspects de ma vie. Ça se dépose doucement et fait le constat d'une évidence. Il y a pas moins de travail intérieur, mais c'est beaucoup plus dans le neutre, beaucoup plus dans l'accueil de qui je suis. Et même à travers des relations, je fais le constat de choses qui avant m'opposaient et que maintenant je fais juste observer la différence. Et je laisse aller en tout cas. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre de ce que tu voulais qu'on partage, mais moi c'est ça qui est le plus important. C'est très doux. Ça se dépose comme un qui va de soi et que j'ai rien à forcer. Merci pour le partage. Ce que tu décris est précieux. Tu parles d'un mouvement intérieur qui repositionne qui tu es. Pas dans la lutte, pas dans l'effort, mais dans quelque chose qui se dépose. Tu dis qu'il n'y a pas moins de travail intérieur, mais qu'il est beaucoup plus neutre, beaucoup plus dans l'accueil. Ça, c'est un signe de maturation. Quand le combat diminue, ce n'est pas que la vie devient plus simple, c'est que l'opposition intérieure se relâche. Avant, certaines situations t'opposaient, maintenant tu observes la différence sans te contracter.
Ça montre que le centre s'est déplacé. Tu n'es plus en train de défendre une identité, tu la laisses être. Ouf, quand on est, qu'est-ce que ça soulage. Et cette phrase est très forte. Ça va de soi. Je n'ai rien à forcer. C'est exactement cela. Quand le repositionnement est réel, il n'y a pas d'excitation particulière, il n'y a pas d'explosion. C'est doux, évident et stable. Ce n'est pas spectaculaire, c'est mature, parce que là, on est dans un mouvement d'intégration abouti, pas dans la tension, dans ce que l'on est. Alors, j'ai une autre question. Coucou Véronique, j'ai eu des manifestations physiques, douleurs, tendinite genou gauche, maux de ventre, envie de vomir, insomnie. Je ne sais pas si c'est ce qui doit se manifester pour le Zoom de demain. Alors, merci pour ton partage. Tu parles là de manifester des manifestations très physiques, tendinite au genou gauche, maux de ventre, envie de vomir, insomnie. D'abord, on reste simple. Quand plusieurs zones du corps réagissent en même temps, cela montre que le système est sous pression. Le genou gauche parle souvent de direction, d'appui, de souplesse face au mouvement. Une tendinite, c'est une inflammation liée à une sursollicitation ou à une résistance dans le geste. Le ventre et l'envie de vomir touchent à la digestion émotionnelle. Quelque chose est difficile à intégrer ou à accepter. Ce n'est pas forcément un événement précis, parfois c'est un changement intérieur. Les insomnies montrent que le système nerveux ne relâche pas complètement. Nous avons beaucoup de signaux dans le corps. C'est comme si que le mental euh, n'était plus le lieu principal de l'expression, c'est le corps qui parle. Et quand le corps parle, ce n'est pas pour punir, c'est pour réajuster. Le genou gauche peut aussi parler de difficultés à plier, à s'adapter à un nouveau rythme ou à une nouvelle direction. Nous sommes collectivement dans une phase où le mouvement change. Certains l'acceptent doucement, d'autres le vivent comme une tension. Mais ce n'est pas une erreur, c'est un passage. Je précise quelque chose d'important. Ces manifestations physiques ne sont pas créées par le Zoom. Elles ne sont pas un signe qu'il se passe quelque chose d'extérieur. Quand des symptômes sont récurrents, cela montre un terrain déjà sensible. Le fait que nous approchions d'un espace de parole, d'exploration peut simplement rendre plus conscient ce qui était déjà présent. Ce n'est pas une cause, c'est une mise en lumière. Le corps part quand il est prêt à être entendu, pas parce qu'un rendez-vous approche. Et bien sûr, quand le corps parle de manière répétée, il mérite d'être écouté concrètement dans le repos, dans le soin et si besoin dans un accompagnement. Alors, une autre question pour Véronique. Je voulais te poser une question pour notre soirée de mardi. Voici la question. Hier, je marchais et apparaissait sur mon écran intérieur mon père décédé, ma grand-mère maternelle décédée et mon oncle du côté maternel décédé. C'est pas souvent que des êtres du monde des morts m'apparaissent, mais ils étaient présents. Ça a duré une fraction de seconde et rien de plus. Pas de communication, pas de signe. Ils étaient dans des tons bleus. Voilà, bisous Véronique, à demain. Alors merci pour ta question, ton partage.
Tu décris une apparition très brève sur ton écran intérieur, sur l'écran de ta conscience, de ton père, de ta grand-mère, de ton oncle. Une fraction de seconde, sans message, sans communication, dans des tons bleutés. D'abord, on reste simple. Ce type d'apparition peut avoir plusieurs origines. Ce n'est pas forcément une visite. Ce n'est pas forcément un signe extérieur. Quand des figures familiales apparaissent ainsi, surtout brièvement et sans interaction, cela peut aussi être un moment de mémoire intérieure. Le cerveau et l'inconscient ont accès à des images profondes. Dans des phases de réajustement, des lignées peuvent remonter, pas pour communiquer, mais pour être intégrées. Tu remarques que c'est rare pour toi, et justement le fait que ce soit furtif, sans message, sans émotion débordante, indique que ce n'était pas une intrusion, plutôt un passage. Les tons bleus sont intéressants. Le bleu est souvent associé au calme, à l'espace, au mental supérieur. Cela peut indiquer que l'expérience s'est produite dans un état de conscience légèrement modifié, entre veille et intériorité. Maintenant, élargissons un peu. Dans des périodes où le centre intérieur se déplace, où l'identité se repositionne, les racines peuvent se manifester. Le père, la lignée maternelle, ce sont des structures fondatrices de l'identité. Quand l'identité se transforme, la mémoire de ces structures peuvent apparaître brièvement, pas pour nous parler, mais parce que quelque chose en nous les traverse. Je remarque que plusieurs partages parlent de repositionnement intérieur. Quand le centre change, les anciennes apparences, les héritages, les loyautés invisibles peuvent se présenter, non pas pour nous retenir, mais pour être vus sans peur. Et le fait que cela ait été bref, neutre, sans message, montre qu'il n'y a pas d'attachement en jeu. C'était une image, elle est passée. Ce qui compte n'est pas qui est venu, ce qui compte est ce que cela a fait pour toi. Et visiblement, cela a été simple, sans trouble. Alors, on laisse cela comme un passage. Alors, j'ai une question. Merci Bonjour, beaucoup, Véronique. C'est Suzanne. c'est Suzanne. C'est ça. Merci, je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment très riche. Pour ma part, mon commentaire avait ciblé une partie de ce que j'ai vécu, mais je trouve que les commentaires de tous ont tellement contribué, puis par l'éclairage que toi t'as apporté, je trouve que ça a permis un spectre plus grand Oui, d'ouverture sur ce qui se passe vraiment en ce moment. oui. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Je vais continuer parce que j'en ai encore d'autres à vous présenter. Puis à la fin, je vous ferai, si ça vous convient, merci en tout cas pour cette interruption, avec grand plaisir, parce que je ne sais pas comment vous l'accueillez et si ça vous convient dans le défilement, en fait, et dans la réception de ce que vous recevez. Et à la fin, donc, je ferai la synthèse de tout ça, en fait. Alors, et un autre questionnement là, qui vient. Bonjour Véronique, donc je t'envoie mes réflexions par rapport à ce que je ressens. En fait, je passe par des moments de doute par rapport à ma décision de me séparer, car depuis ma chute, je ne peux pas me servir de ma main gauche, donc je me retrouve dépendante et c'est compliqué. Pendant quelques nuits, j'ai rêvé d'un bateau de flibustier en pleine tempête, puis d'un piano.
Et moi, tranquille, en train de jouer. Et cette nuit, je me suis réveillée en pensant que j'avais quelque chose dans l'œil gauche qui me brûlait. Je ne pouvais ni ouvrir ni fermer l'œil et toutes les gouttes que je mettais ne suffisaient pas à me calmer. Finalement, j'ai mis de la vitamine A et j'ai pris une séquence pour l'œil qui ont fini par me calmer. J'ai pensé à une attaque et en plus, depuis ma chute, des douleurs partout et impossible de manger normalement. Bref, j'avoue que par moments, je me dis, dès que je suis bien, quelques jours après, je déguste. C'est quand que ça s'arrête. Merci pour ton aide. Alors, merci à toi pour cet échange. Donc, tu traverses plusieurs couches en même temps. D'abord, il y a le concret, une chute, une main dont tu ne peux pas te servir, des douleurs, une difficulté à manger, un œil qui brûle. Quand le corps est fragilisé, le système entier est fragilisé. La dépendance temporaire peut réveiller beaucoup de choses, des doutes, des peurs, des questionnements sur des décisions importantes comme celle de te séparer. Il est normal que le doute apparaisse quand on se sent plus vulnérable. La vulnérabilité remet en question les certitudes. Elle ne dit pas que la décision était mauvaise, elle dit que le terrain est sensible. Ensuite, tes rêves sont très parlants. Un bateau de flibustier en pleine tempête. Cela parle d'instabilité, de traversée agitée, de perte de contrôle. Puis un piano en toi en train de jouer tranquillement. Cela montre qu'il y a en toi un espace qui cherche et qui reste stable, capable d'harmoniser même au milieu du chaos. Les deux images coexistent, tempête, maîtrise douce. Concernant l'œil gauche qui brûle, l'œil gauche est souvent relié à la perception intérieure, à l'émotionnel, au féminin, à l'intuition. Mais restons prudents. Quand un symptôme est intense, on garde aussi la dimension physiologique en tête. Il est important de rappeler que les douleurs, les inflammations, les troubles physiques doivent être suivis médicalement si nécessaire. Ce n'est pas une attaque au sens énergétique. Quand le système nerveux est épuisé, quand le corps est sous stress prolongé, il peut réagir de manière plus vive en fait. Et cette phrase que tu dis, dès que je vais bien, quelque chose après, je déguste. Cela ressemble à un cycle d'ascenseur émotionnel. Quand on est en période de transition majeure, séparation, accident, dépendance, douleur, le système ne se stabilise pas vraiment. Il y a des jours de mieux et des jours plus lourds. Ce n'est pas que ça recommence, c'est que l'intégration n'est pas linéaire. J'en ai parlé au début. On n'est pas linéaire. Et la question, c'est quand que ça s'arrête? Elle est humaine, cette question. Mais peut-être que la vraie réponse n'est pas une date. Peut-être que cela ne s'arrête pas d'un coup. Peut-être que cela se transforme progressivement, comme dans ton rêve. La tempête ne disparaît pas par magie, mais toi, tu apprends à jouer du piano pendant qu'elle existe. Nous sommes dans une phase de transition et les transitions ne sont pas linéaires. Nous sommes dans une phase de transition et une transition ne ressemble jamais à une ligne droite. Quand on passe d'un état à un autre, quand une identité se transforme, quand un choix important est posé, quand le corps traverse une fragilité, il y a forcément un entre-deux. L'ancien n'est plus complètement là, le nouveau n'est pas encore stable. Et dans cet entre-deux, le système nerveux cherche
un nouvel équilibre. Il y a des jours de clarté, des jours de doute, des moments de paix, puis des remontées de peur. Ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas un échec, c'est le mouvement naturel de toute transformation. La nature ne pousse pas d'un seul coup, elle avance, elle ajuste, elle corrige, elle reprend. Une transition, c'est comme traverser une rivière. On quitte une rive, on n'a pas encore posé le pied fermement sur l'autre. Pendant un moment, on est dans l'eau. Et dans l'eau, on ne marche pas comme sur la terre ferme. Cela demande plus d'énergie, plus d'attention, plus de patience. Ici, la fatigue, doute, contraction, repositionnement ressemblent à ce passage. Nous ne sommes pas en train de revenir en arrière, nous sommes en train de changer de rive. Mais il y a quelque chose d'important. La transition appartient au mouvement. Elle concerne l'identité, le choix, le corps, les repères. Ce que vous êtes au plus profond ne traverse aucune transition. Ce qui change, c'est la forme. Ce qui doute, c'est le personnage. Ce qui souffre, c'est l'attachement à un ancien appui. Ce qui souffre, c'est l'attachement à un ancien appui. Mais au cœur, il y a quelque chose qui ne passe pas dans la rive à l'autre parce qu'il n'a jamais quitté le centre. Dans le cœur, t'es jamais perdu. Je vais continuer. Alors, je me demande comment sortir de l'entre-deux. Je ne me sens pas totalement incarnée, pas totalement reliée à mon moi, à mon âme. Alors, merci pour ta question. L'entre-deux dont tu parles n'est pas un endroit où l'on s'installe, c'est un passage. Quand on dit je ne me sens pas totalement incarné, cela peut vouloir dire quelque chose. Le système nerveux est fatigué, l'identité est en train de se repositionner, les anciens repères ne fonctionnent plus, le mental ne sait plus à quoi s'accrocher. Dans ces moments-là, il y a une sensation de flottement. Mais sortir de l'entre-deux ne se fait pas en forçant l'incarnation. On ne peut pas décider mentalement de revenir. Plus on veut sortir vite, plus on crée de tensions. Souvent, l'entre-deux se traverse bah, de cette manière. Revenir au corps, très simplement, marcher, toucher, sentir les pieds, respirer dans le bas-ventre, pas pour se réincarner, mais pour stabiliser ou accepter que l'identité soit en mouvement. Quand le moi se redéfinit, il y a un flottement temporel. Et temporaire, c'est normal. C'est de chercher une sensation particulière d'incarnation. L'incarnation n'est pas une intensité, c'est une présence simple. Tu dis pas totalement relié à moi. Parfois, ce n'est pas une perte, c'est une transformation. L'ancien moi se défait, le nouveau n'est pas encore clair, et plus profondément, ce que tu es n'a jamais été coupé. C'est la sensation d'identité qui fluctue, pas la présence. L'entre-deux n'est pas un vide, c'est une zone de réorganisation. Il ne s'agit pas de sortir de l'entre-deux, il s'agit de le traverser sans panique. Alors, j'ai encore une question. Coucou Véronique, j'espère que tout va bien. Moi, je vais bien. Pour faire un point sur ce que je vis en ce moment depuis 2 jours, le soir, mes sinus travaillent, des glandes, les palpitations du cœur. Je travaille aussi au niveau de la nuque. J'ai aussi eu des douleurs dans les dents du bas
et de la fatigue, parfois de la démotivation. Les oreilles qui sifflent parfois, voilà, c'est déjà bien, je trouve. Moi aussi. Merci de prendre le temps pour nous. C'est super, Véro. Gros bisous. Belle soirée. Merci pour ton partage. Alors, tu décris plusieurs manifestations physiques en même temps. Sinus qui travaille, les glaires, les palpitations, la nuque tendue, des douleurs dans les dents du bas, la fatigue, les démotivation, les oreilles qui sifflent. Quand autant de zones s'expriment simultanément, cela montre surtout une activation du système nerveux et du système inflammatoire. Les sinus et les glaires parlent souvent d'un processus d'élimination. Le corps évacue, il nettoie. Ça, c'est bien. La nuque est une zone de tension liée au contrôle, à la vigilance. Quand elle travaille, cela indique souvent une surcharge mentale ou émotionnelle. Les palpitations montrent une activation du système sympathique. Le corps est en état d'alerte, même s'il n'a pas de danger réel. Les dents du bas sont reliées à l'ancrage, à la structure, au maintien. Quand elles sont sensibles, cela peut indiquer une tension profonde dans la base. Les oreilles qui sifflent, dans un contexte de fatigue et de tension, sont souvent liées à la surcharge du système nerveux. Cela ressemble à une phase où le système entier cherche un nouvel équilibre. Mais je veux rappeler quelque chose d'important. Quand le corps manifeste de cette manière, on essaye de rester centré dans son axe. On hydrate le corps, on se repose, on ralentit. C'est souvent le signe que le système nerveux est très sollicité. Et dans les périodes de transition, le corps devient le lieu d'intégration. La fatigue et la démotivation ne sont pas des faiblesses, elles sont parfois une invitation à ralentir. Alors, j'ai une autre question. Face à face avec moi-même, peur, insécurité par rapport à des changements dans la matière, l'opérateur, les box, le portable, besoin de beaucoup de replacement pour me centrer dans la matière, compréhension, connexion dans le cerveau, sommeil perturbé, endormissement très bien, mais réveillé à 5h, 5h30, temps avec moi-même, mes animaux, et après, démarrage de la journée avec une belle énergie dans la journée. Ça me tombe un coup de fatigue, besoin de stopper, reposer le corps à l'horizontale, petite sieste, douleur dans le dos, dans le bas du dos, milieu, articulation, jambes, pieds, crampes, nocturne mollet parfois épisodiquement, un corps lourd. Dans la journée, un état brumeux, brouillard qui est là, pas là. Et je trouve ça goûteux. Ah, c'est fantastique d'accueillir. Un lâcher et tranquille à l'intérieur, paisible, comme si que tout se mettait en place. Des fois, un trop plein et besoin de libérer des larmes, dû aussi à une fatigue, une sorte d'épuisement qui dure quelques petites minutes dans cette présence, de l'accueillir, le vivre, le libérer et très rapidement. Je l'ai vu et hop, sereinement, le centrage du cœur prend le relais simplement. Magnifique. Je me sens de plus en plus présente à moi-même, plus dans mon corps. Je lui parle, plus de clarté, plus d'inspiration, comme si que tout se plaçait dans une paix, une quiétude, une joie bien présente, vraie, naturelle. Je me sens vivante. Magnifique. Merci à toi. Merci pour ce partage. Il est très complet. On y voit plusieurs mouvements à la fois. D'abord, tu parles d'un face-à-face avec toi-même, avec des peurs et une insécurité liée.
et des changements très concrets dans la matière avec les opérateurs, le téléphone. C'est intéressant parce que cela montre que quelque chose, euh, que même des choses simples, très pratiques, peuvent toucher au plus profond en fait. La peur du changement, la peur de perdre un appui, la peur de ne pas maîtriser, comme moi tout à l'heure avec l'ordinateur. Et en même temps, tu dis avoir besoin de comprendre, de connecter dans le cerveau, comme si que le mental cherchait à stabiliser la matière. Puis il y a le sommeil, l'endormissement qui est fluide, qui réveille, tu te réveilles très tôt, tu prends du temps avec toi, avec tes animaux et ensuite une belle énergie. Cela montre un cycle euh, d'intégration nocturne suivi d'un recentrage matinal. Mais dans la journée, la fatigue tombe. Le corps demande l'horizontalité, le dos, les articulations, les jambes, les pieds parlent, le corps devient lourd. Là encore, on retrouve un thème commun. Le système intègre, le corps réclame du repos et il ne veut pas forcer. Un peu, là, par là. Tu décris aussi un état brumeux et tu dis quelque chose de très fin. Je trouve ça goûteux. Tu ne le rejettes pas, tu l'accueilles. C'est très différent d'une dissociation. Ici, il y a conscience, il y a douceur, hein. Puis il y a cela, ce trop-plein, cet épuisement passager. Et très vite, le centrage du cœur reprend le relais. Ça, c'est un signe de maturité intérieure. L'émotion monte, elle est vue, elle est vécue, elle se libère et le centre revient naturellement. Et la phrase finale est très forte. Je me sens de plus en plus présente à moi-même, plus dans mon corps, plus de clarté, plus d'inspiration, une paix, une joie naturelle, je me sens vivante. Ce témoignage est très important pour le collectif parce qu'il montre que le même mouvement qui contracte certains stabilise d'autres. Alors nous voyons ici fatigue, douleur, état brumeux, larmes, ajustement dans la matière, mais aussi centrage, paix, présence accrue, joie simple, sensation d'être vivante. C'est le même cycle. Certains sont dans la phase de tension, d'autres dans la phase d'intégration douce, mais le courant est identique. Revenir dans le corps, se repositionner et ne plus forcer. Alors, je vais prendre l'énergie collective de votre partage. Donc, on a vu beaucoup de choses. On a entendu la fatigue profonde, le sommeil modifié, le réveil nocturne, les palpitations, la nuque, la gorge, le plexus, l'estomac, les genoux, les sinus, les dents, les oreilles, l'émotion à vivre, le doute, le peur, l'insécurité, les sensations les uns d'entre-deux, l'impression que le temps change, l'apparition de figures de lignées, les contractions, les abandons, les larmes, mais aussi la paix, le centrage, la joie naturelle, le sentiment d'être plus présente à soi. Ce sont des formes différentes, mais le fond est le même. Nous traversons une phase de transition collective, une transition du centre. L'ancien point d'appui ne tient plus comme avant. Le nouveau n'est pas encore complètement stabilisé. Et dans cet entre-deux, le corps parle, le système nerveux travaille, les émotions remontent, les repères se déplacent. Ce n'est pas un effondrement, c'est un repositionnement. Chez certains, cela contracte, chez d'autres, cela fatigue, chez d'autres encore, cela s'apaise doucement. Mais le mouvement est identique. Revenir dans le corps,
revenir au centre, ne plus forcer. Ce que je remarque profondément, c'est que malgré les tensions, malgré les doutes, il y a chez chacun une conscience de ce qui se vit. Personne n'est perdu. Il y a de l'observation, il y a de la présence, et cela change tout, parce que la transition n'est pas linéaire, elle avance par vagues. Un jour de clarté, un jour plus dense, puis à nouveau une ouverture. Mais au cœur, il y a quelque chose qui ne traverse rien. Les états bougent, le corps ajuste, l'identité se transforme, mais ce que vous êtes ne passe pas d'une rive à l'autre, cela reste silencieux, stable, présent. Et peut-être que cette période nous apprend cela, ne plus chercher la stabilité dans les circonstances, mais la reconnaître dans la présence. Oui, dans la présence simplement, puis glisser vers l'absolu, sans brusquer, sans couper le lien humain. Quand je parle de présence, je ne parle pas d'un état spécial. La présence n'est pas une émotion, ce n'est pas une paix artificielle, ce n'est pas une performance spirituelle. La présence, c'est ce qui est là quand vous observez votre fatigue, quand vous voyez votre peur, quand vous sentez votre contraction, quand vous traversez vos larmes. Elle est déjà là, dans l'acte de voir. Elle ne lutte pas contre l'émotion. Elle ne cherche pas à corriger le corps. Elle ne dramatise pas le doute. Elle accueille. Et plus vous traversez ces périodes de transition, plus cette présence devient évidente. Parce que les anciens appuis tombent, les certitudes se déplacent, les identités se transforment, alors ce qui reste devient visible. La présence n'a pas besoin d'être créée, elle n'a pas besoin d'être protégée, elle n'a pas à, elle n'a pas à atteindre par les vagues, elle est là avant la vague, pendant la vague, après la vague. Et si nous allons encore plus loin, pendant le péché, je vous parlais de l'absolu. Même la présence n'est pas quelque chose que posséder. Il y a simplement cela, avant le corps, avant l'histoire, avant la transition, avant le mouvement. Cela ne traverse rien, cela ne change pas, cela n'attend pas que ça s'arrête, cela est. Et tout le reste se déploie à l'intérieur. Cela est. Et ben voilà, je crois que je suis arrivée un petit peu au bout de ce que j'avais à vous partager en fonction des questionnements que j'ai reçus. Donc, si vous avez des questions ou si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis à vous, hein, à nous le partager si vous avez envie. Et puis, sinon, si ça vous convient, on pourra remettre ça le mois prochain, si ça vous plaît. Justement, pour aller continuer plus. Et ça se met en place aussi avec les énergies